Les EdTech Mondays UMOA sont soutenus par le Centre pour l'enseignement et l'apprentissage innovant de la Fondation Mastercard en partenariat avec Denso. Ravi de vous retrouver pour ce 9e épisode des EdTech Mondays UMOA, une initiative du Centre pour l'enseignement et l'apprentissage innovant de la Fondation Mastercard. Ici, nous parlons de l'intégration et de l'utilisation des technologies éducatives dans les systèmes éducatifs, d'apprentissage et de formation, le tout en réunissant les acteurs au cœur de cet écosystème. Je suis Alexis Lekogo, votre modérateur, notre interprète au langage des signes est Naomi Kofi-Kwaku. Dans ce nouvel épisode, nous nous intéressons à l'intégration, l'utilisation et la promotion des langues locales dans les technologies éducatives. Et pour aborder cette thématique, voici nos panélistes. Monsieur Aliou Fall, directeur de l'alphabétisation et des langues locales au ministère de l'Éducation nationale au Sénégal. Madame Aminata Ndiaye, responsable commerciale de Jokolante. Jokolante est une plateforme innovante qui propose notamment des contenus agricoles en langue locale. Et Monsieur Ababakar Dieng, conseiller technique du ministre de l'Enseignement supérieur et chargé de l'innovation. Chers panélistes, merci d'avoir accepté cette invitation. Je suis ravi de vous recevoir sur ce plateau. Comment allez-vous? Très bien Alexis, je vais très bien. J'espère que vous aussi. C'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui. Merci Alexis pour l'invitation. Avec vous sur ce plateau, nous allons partager votre point de vue, mais également votre expérience et vos réflexions sur cette thématique. Et nous commençons tout de suite avec Monsieur Aliou Fall, directeur de l'alphabétisation et des langues nationales au ministère de l'Éducation nationale. Pourquoi intégrer les langues locales est-il si crucial dans l'éducation et quel rôle les EdTech peuvent jouer dans ce processus? Intégrer les langues nationales dans le système éducatif sénégalais est crucial et très important car elle facilite l'acquisition des compétences chez les apprenants et booste le taux de réussite. Alors, les EdTech, les ressources numériques si vous voulez, peuvent jouer un rôle important dans la mesure où elles facilitent les enseignements, mais aussi elles permettent de décloisonner les murs des classes traditionnelles. Merci Monsieur Fall. Chers panélistes, suite à cette intervention, que représente pour vous ce patrimoine immatériel et culturel que sont nos langues locales? Alors, si je peux résumer, pour moi, je vois la chose ainsi. On a des langues nationales qu'on n'utilise pas à l'école. On a une langue officielle qui est le français. Et le but, c'est d'intégrer tous ces exclus de l'école nationale. Et cela permettra d'avoir accès à l'éducation pour tous. Je vois là une réelle opportunité dans l'intervention de M. Fall. Je suis d'abord rassurée d'entendre que les nouvelles autorités ont cet engagement de valorisation des langues locales. Et je vois là une réelle opportunité pour faire valoir ces langues locales à travers le numérique qui déjà contribue à améliorer beaucoup de secteurs comme le commerce et d'autres secteurs encore. Mais là, avec l'éducation incluant les langues locales, ça nous permettrait de toucher 65% de la population rurale sénégalaise qui n'est pas alphabétisée, ni dans les langues locales, ni en langue française. Suite à cette réflexion pertinente, retrouvons M. Fall en ligne. Dites-nous quelles sont les difficultés rencontrées dans la promotion des langues locales et comment les technologies peuvent-elles aider à les surmonter? Les difficultés rencontrées dans la promotion des langues locales peuvent se résumer dans la volonté politique d'en faire des langues d'usage officielles et publiques. Et pour cela, les autorités l'ont bien compris, les nouvelles autorités, heureusement, et qui se sont lancées alors dans la promotion et dans la vulgarisation de nos langues locales. Et dans ce cadre, les ressources numériques peuvent jouer un grand rôle, dans la mesure où elles vont aider à la vulgarisation et la promotion des langues locales. Pour ce faire, la direction de l'alphabétisation et des langues nationales pourrait utiliser donc les ressources numériques pour divulguer les réalisations faites dans les langues nationales. Mais aussi, elle peut envisager une combinaison de stratégies innovantes et adaptées aux besoins des apprenants en langue nationale, donc en mettant surtout en avant une interaction dynamique et réaliste en se servant de l'intelligence artificielle. Elle peut favoriser l'apprentissage en ligne, donc des langues nationales, et développer des programmes innovants
qui permettrait d'opérer une véritable évolution pour le numérique et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie, à tout moment et en tout lieu. Merci pour ces excellentes recommandations, Monsieur Fall. À présent, chers panélistes, aujourd'hui, comment mieux promouvoir nos langues locales et que pensez-vous des recommandations faites par Monsieur Fall? Alors, il y a une recommandation que j'ai particulièrement appréciée, c'est par rapport au contenu qui existe déjà. Au Sénégal, on a développé beaucoup de contenus en langue locale, souvent en version écrite, par des livres, par des cahiers. En mon sens, c'est comment harmoniser tout ce contenu qui existe déjà et comparativement les mettre sur le numérique pour une meilleure utilisation, une meilleure vulgarisation. J'apprécie beaucoup les recommandations de M. Fall. Je trouve que l'aspect numérique, la création de contenu, la divulgation, la diffusion de ce contenu-là permet d'avoir ce que moi j'appellerais un raccourci pour pouvoir rattraper ces pays qui sont technologiquement avancés et aussi dans le domaine de l'éducation. Créer une harmonisation des ressources existantes. Et on poursuit avec M. Fall. Pouvez-vous maintenant nous parler du mois de l'alphabétisation lancé cette année et de la place qu'occupent les EdTech et les langues locales dans cette campagne à l'échelle nationale? Pour cette année, le Sénégal célèbre la première édition du mois national de l'alphabétisation. Pour rappel, depuis 48 ans, le Sénégal célébrait la Semaine nationale de l'alphabétisation. Mais, au sortir du Conseil des ministres du 31 juillet 2024, les nouvelles autorités étatiques ont jugé nécessaire d'aller vers le mois de l'alphabétisation. Cela ne fait que montrer l'importance qu'elle accorde aux langues nationales et le rôle que celles-ci doivent jouer dans le développement socio-économique du Sénégal. Et pendant cette campagne, nous allons organiser des forats, des CRD, des vidéos sur le terrain, des campagnes de sensibilisation et de communication pour faire connaître le sous-secteur. Et dans ce cadre, les ressources numériques ont un rôle important à jouer, dans la mesure où elles vont aider dans la vulgarisation de toutes ces activités et la promotion donc de ces langues. C'est ainsi que nous allons, avec nos services compétents au niveau du ministère de l'Éducation nationale, utiliser divers supports numériques avec des contenus qui serviront dans nos actions d'information, de sensibilisation et de communication. Les équipes sont déjà à pied d'œuvre pour concocter un programme d'activité attractif. Merci M. Fall de nous avoir édifié sur les différentes missions et ambitions de votre direction et nous vous souhaitons bien sûr plein succès lors de cette première édition de mois de l'alphabétisation à travers les différentes régions du Sénégal que vous sillonnez avec votre équipe. Et poursuivant cette discussion ensemble sur ce plateau, Madame Diaye, intéressons-nous à votre plateforme Jokolante. Quelle est sa mission principale et comment rendez-vous les contenus numériques accessibles en langue locale? Jokalante, dont le nom même signifie faciliter l'échange en Wolof, donc en langue locale, c'est une plateforme qui, à travers plusieurs canaux, a pour mission de démocratiser l'accès à l'information, donc que ce soit de l'information climatique, nutrition, d'autres types d'informations. Notre mission principale, c'est faire de telle sorte que toutes les populations puissent avoir accès à des informations qui leur permettent de prendre les meilleures décisions. Donc, avec ça, quelle que soit la langue de la cible, quelle que soit sa situation géographique, quelle que soit son infrastructure technologique, nous sommes capables de lui fournir cette information. Et quels sont les canaux utilisés pour diffuser cette information? Nous avons plusieurs canaux, principalement la voix, avec laquelle on communique beaucoup. Nous avons le SMS, on communique aussi par SMS en langue locale et en français. Nous communiquons aussi beaucoup avec le call center, nous avons l'IVR et l'USSD. Monsieur Dieng, quel regard portez-vous sur cette initiative? Je trouve que c'est une excellente initiative et puis je félicite Madame Diaye pour c'est des initiatives à féliciter et à accompagner. À présent, Madame Diaye, comment évaluez-vous l'impact de vos solutions? Qu'avez-vous constaté auprès de vos utilisateurs? Donc l'impact de nos solutions se mesure dans l'appropriation même de l'outil, mais aussi dans la meilleure compréhension des informations que nous sommes en train de diffuser. Lorsque le contenu est produit dans la langue maternelle de la cible se sent plus respectée et elle est plus engagée.
Combien de langues locales sont disponibles sur votre plateforme? Actuellement, on en est en 5 langues locales sur lesquelles on travaille depuis 2016 maintenant. Comment davantage soutenir ce type d'initiative, Monsieur Dieng, vous qui êtes en charge de l'innovation dans votre ministère? Alors, je suis en charge effectivement de la recherche, de l'innovation et du numérique au niveau du ministère de l'enseignement supérieur. Mais je pense que la première chose à faire, c'est de mettre en place cette communauté. C'est-à-dire qu'il existe des initiatives éparses, dispersées. L'idée, c'est de créer cette communauté en identifiant les acteurs et en les mettant ensemble, de sorte qu'ils puissent avoir de la visibilité et inviter éventuellement d'autres personnes qui seraient intéressées à rejoindre cette communauté-là. Donc, à part cette première initiative de créer cette communauté, la deuxième chose est d'en faire un acteur crédible qui puisse converser avec la tutelle, comme le ministère de l'enseignement supérieur ou le ministère de l'Éducation nationale. Et à partir de là, on peut travailler ensemble en synergie pour avoir un impact dans le domaine de l'éducation et le développement des technologies liées à l'éducation. Intéressons-nous maintenant aux difficultés. Quelles sont celles que vous rencontrez dans la création de ces contenus et comment les surmontez-vous? En termes de difficultés, la première, c'est l'existence des dialectes dans nos langues locales. Nous en avons 5 principalement, mais 2 d'entre elles ont des déclinaisons, donc ce sont le pulaar et le serer, différentes déclinaisons le pulaar et différentes déclinaisons le serer, ce qui nous amène à faire multiples traductions pour un seul contenu. Passer du français au serer pour un seul contenu peut nous amener à en faire 4 différentes traductions. Ça, c'est le côté traduction et l'existence des dialectes, mais nous avons aussi tout un fossé technologique que nous devons surmonter. Et pour cela, nous sommes allés chercher les canaux qui sont les plus adéquats pour une meilleure communication avec les cibles avec lesquelles on travaille. Généralement, ce sont des agriculteurs. Donc, on a des conventions avec les radios locales communautaires qui sont dans les communautés, même dans les villages. Et nous avons aussi développé toute une infrastructure autour de la voix, autant pour envoyer le message en voix, mais aussi pour recevoir le feedback de nos agriculteurs, tout en faisant que ça soit le plus simple possible. C'est-à-dire tout ce qui est technologique reste à notre niveau, mais l'agriculteur, le final user, il n'a qu'à recevoir l'information et appuyer sur un bouton pour écouter. Lorsqu'on parle de création de contenu en langue locale, l'interprétation est cruciale. Nous avons besoin de personnes ressources qualifiées pour passer cette étape. Qu'en pensez-vous, Monsieur Dieng? Alors, moi, je trouve que c'est un énorme problème, une difficulté qu'il faudra surmonter, parce que justement, la codification de nos langues locales, ça existe, mais ce n'est pas très diffusé. Et je pense que la mise en place d'instituts qui étudient et enseignent les langues locales serait une bonne chose. Donc il y a un projet de création d'un institut des langues nationales et africaines au niveau de l'Université de Dakar. Je pense que c'est une initiative qu'il faudra élargir aux autres universités. Justement, en parlant de langue locale, comment dit-on bonjour dans votre dialecte? Nangadef. Bada. Mboloani. Umbolo. Mbolo. Oui, ça vient du Gabon. D'accord. Les Gabonais qui nous regardent comprendront. Poursuivons cette discussion. Quels sont vos projets futurs pour renforcer l'utilisation des langues locales dans le domaine numérique, Madame Diaye? Nous envisageons plusieurs projets. Donc, un premier projet avec l'intégration de l'intelligence artificielle dans nos différents outils, ce qui nous permettrait d'aller plus vite dans tout ce qui est traduction, transcription, etc., en collaboration bien sûr avec les universitaires et les chercheurs. Mais nous avons aussi un autre volet qui inclurait tout ce qui est définition d'autres canaux en partenariat avec les communautés. Ce serait vraiment de faire en sorte d'avoir un canal par les communautés pour les communautés. Madame Diaye, c'est un plaisir d'avoir eu un aperçu concret de ce que vous réalisez sur votre plateforme et comment vous rendez accessibles ces contenus en langue locale au plus grand nombre. Poursuivons maintenant avec Monsieur Dieng. Vous êtes conseiller technique du ministre de l'Enseignement supérieur, chargé de l'innovation. Quel intérêt suscite la question des EdTech dans votre ministère? Alors, nous sommes en train de revoir un peu la question, la place des EdTech dans l'éducation à la base, mais aussi au niveau supérieur. Nous pensons que les EdTech peuvent contribuer
énormément pour la digitalisation des cours, la facilitation et l'absorption des connaissances de la part des utilisateurs, puisque nous avons vocation à rendre l'éducation pour tous. Madame Diaye, quel est le rôle des institutions étatiques dans le soutien aux startups EdTech, comme la vôtre par exemple? Alors, le premier rôle serait un accompagnement. Il y a certaines activités, dont les activités de prototypage sur certains nouveaux services que nous voulons faire, qui sont extrêmement coûteuses en termes, bien sûr, financiers, mais aussi de matériaux dont on a besoin et de personnes ressources. Par exemple, dans le ministère, certainement, ils ont des personnes ressources au niveau communautaire, mais nous n'avons pas accès à ces personnes ressources. Favoriser ou faciliter l'accès à ces personnes ressources serait un très grand atout à notre niveau. Et maintenant, quelles sont les initiatives ou réflexions en cours pour intégrer les langues locales dans l'enseignement supérieur à travers les technologies éducatives? Alors, l'éducation nationale telle qu'elle se présente actuellement au Sénégal, on a ce que nous appelons les angles morts. C'est-à-dire qu'il y a une exclusion d'une bonne partie de la population qui n'a pas accès à l'école française moderne. Et il y a le fait que beaucoup de personnes sont exclues de ce système. D'autres, ils décrochent, ils commencent, mais ils décrochent, c'est le phénomène du décrochage scolaire. L'autre chose, il y a pas mal de catégories, de groupes sociaux, par exemple les femmes au foyer, qu'on peut atteindre à travers ces technologies liées à l'éducation. Donc, c'est une réflexion en cours par rapport à cette problématique de l'éducation pour tous dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, l'autre chose, c'est que nous devons pouvoir atteindre, donc il y a des groupes en mobilité, comme les réfugiés, mais aussi il y a des catégories liées aux activités professionnelles, comme les personnes en transhumance dans le cadre de l'élevage, etc. L'école ne peut pas aller vers eux, ils ne peuvent pas aller vers l'école, mais c'est à l'école d'aller vers eux. Et on peut faire ça justement avec les technologies liées à l'éducation. En effet, il y a beaucoup de possibilités et de potentiel. Madame Diaye, vous qui avez un bon retour d'expérience par rapport à votre plateforme et vos utilisateurs, quel serait l'avantage d'intégrer ces langues locales dans l'enseignement supérieur? Il y en aurait plusieurs des avantages. La première, ce serait l'appropriation même des outils. Enseigner à une personne dans sa langue locale permet de mieux prendre en compte ses besoins et ses spécificités. Je suis particulièrement rassurée par le volet genre qu'ils sont en train de prendre en compte en prenant en compte les femmes au foyer. Il y a ces spécificités-là qui existent et c'est très culturel au Sénégal. Il faut prendre en compte le genre, il faut prendre en compte l'aspect des enfants, tout ça. Et je suis particulièrement rassurée qu'il l'ait dit. J'allais rebondir dessus s'il ne l'avait pas fait, la prise en compte des femmes dans tous ces aspects qu'ils sont en train de faire et aussi partir du besoin de l'utilisateur final. Actuellement, quels sont les principaux défis liés à l'innovation EdTech en langue locale que vous identifiez et comment votre ministère compte-t-il les relever? Alors, par rapport au EdTech lié à l'éducation, il y a d'énormes défis qu'il faut relever. Un des premiers défis, c'est d'identifier les acteurs qui évoluent et donc cette création de cette communauté dont je parlais pour en faire un interlocuteur crédible et qui puisse nous accompagner dans des événements, dans la création de contenu, etc. Parce qu'on parle de l'intelligence artificielle, mais il faut savoir que c'est des données qu'il faut introduire dans un système que les machines vont réutiliser pour donner un résultat. Donc il faut alimenter à la base en source, en données et en langue wolof. C'est ça qui fait un peu le retard des langues nationales dans le domaine des technologies de l'éducation. Et donc il y a, pour cette création de ce contenu en langue locale, il nous faut justement mettre en synergie les acteurs comme les startups, les entreprises qui développent déjà des solutions. Mais d'un autre côté, il faut intégrer des acteurs, ils ont au niveau de Jokalante, je vois qu'ils ont déjà commencé à le faire, mais il faut mettre en contact, mettre en réseau ces acteurs qui développent le sens, le contenant dans les langues wolof, pas seulement forcément les linguistes, mais il y a ce que nous on appellerait les wolofisants, c'est-à-dire que des gens sont en train de travailler sur la langue wolof, de la vivifier, de la
j'allais dire, moderniser au sens où de donner des concepts qui n'existaient pas ou qui ne sont pas vraiment utilisés, de leur donner un contenant. C'est-à-dire un mot, quand on le prononce, on sait que ça renvoie à telle signification. Et il y a cette étape-là à faire. L'autre chose, c'est cette mise à l'échelle, donc la création de contenu qu'il faut diffuser et la manière de la diffuser, les technologies en tant que telles. Vous voyez bien que si Jokalante, par exemple, va mettre sur le marché une solution, vous imaginez que le paysan qui doit recevoir l'information, il faut qu'il ait un appareil ou un support qui lui permet d'acquérir ou de recevoir cette information-là. Donc, si on doit toucher, en parlant de l'enseignement supérieur, si on doit toucher un maximum d'étudiants, vous voyez que l'étudiant a besoin d'avoir une tablette ou un ordinateur ou à défaut un smartphone qui lui permette de l'utiliser pour acquérir. Donc il y a tout ce qui est appareil, etc. Parfois, ce n'est pas forcément disponible. Il faut savoir que l'État du Sénégal accompagne les étudiants, par exemple, qui sont au niveau de l'Université virtuelle du Sénégal. Et c'est par exemple 25 000 étudiants que l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane reçoit chaque année. Il faut les accompagner parce que justement, les moyens parfois ne s'y prêtent pas. Ce n'est pas tous les étudiants qui peuvent se permettre d'aller acheter un ordinateur. Or, si ils n'ont pas d'ordinateur, ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas suivre les cours, ils ne peuvent pas télécharger, faire ce travail qu'on leur demande de faire. Donc, il y a l'aspect appareil, la technologie. Il y a un dernier point, c'est la connectivité. Il faut que les gens, où qu'ils puissent être sur le territoire national et même au-delà, qu'ils puissent accéder à Internet, aux services Internet. Et ce n'est pas forcément une chose évidente. Et donc, on doit vraiment travailler dans ce sens. C'est les principaux défis, entre autres. Madame Diaye, que retenez-vous de cette intervention de M. Dieng? Et vous, en tant qu'acteur de l'innovation EdTech en langue locale, comment percevez-vous l'avenir de ce secteur, que ce soit au niveau de nos systèmes éducatifs, de l'apprentissage et de la formation? Alors, il y a un point qui m'a particulièrement intéressé dans ce qu'il dit, c'est la collecte de données. Tout ce qu'on veut faire en termes d'intelligence artificielle, en termes de NLP, en termes de langage processing, il faut l'alimenter par de la donnée. Et cette donnée-là, on a commencé à travailler avec, à Jokalante. On a travaillé sur les langues comme le Wolof, le Serer et le Pulaar en traduction et transcription. C'est à peu près 250 heures de paroles naturelles qui ont été traduites et transcrites. Donc pour vous dire qu'on est dans ce volet-là, qu'on est toujours dans cette recherche d'harmonisation et de valorisation dans nos langues locales. C'est un volet très important. Il y a des choses qui sont en train d'être faites, mais il faut l'harmonisation. Il faut harmoniser. Il y a une communauté d'intelligence artificielle au Sénégal. Ils font beaucoup d'activités qu'il faut harmoniser et rencontrer les EdTech, faire avec. Avant de clore ces échanges riches en partage d'expériences, pouvons-nous revenir un instant sur les principaux avantages des EdTech pour l'apprentissage des langues locales? Que retenir de ces avantages? Je vais revenir d'abord sur... Elle a parlé de l'utilisation des données pour alimenter l'intelligence artificielle et la création de contenu en tant que tel. Il y a un autre paramètre qui fait que utiliser les applications ou les plateformes en langue locale pour transmettre le savoir, etc., donc dans le domaine des technologies de l'éducation, on a cette possibilité de pouvoir voir c'est quoi le contenu ou le média, le médium, le moyen de transmission le plus pertinent, le plus utilisé, préféré par les utilisateurs, les destinataires, les bénéficiaires, de sorte qu'on puisse, nous, en tant que politique, au niveau stratégique, développer du contenu en fonction de ce qui marche, de ce qui est pertinent, de ce qui est bien. Donc il y a cet aspect aussi des données. Madame Diaye, quel est votre avis sur cette question? À mon avis, nous avons deux principaux avantages. Le premier avantage serait la disponibilité. Une fois que le contenu est en place, n'importe qui peut y avoir accès. Et ça, on continue. Le deuxième aspect, ce serait plutôt la mise à jour de l'information. Que ce ne soit pas une information statique, mais un contenu éducatif qui sera évolutif en fonction de la cible et des évolutions aussi de la technologie.
Chers panélistes, merci à tous pour cette réflexion commune et collective. Nous avons dressé un état des lieux très intéressant sur l'utilisation, la promotion des langues locales à travers les technologies éducatives. Et avant de nous quitter, le mot de la fin. Le mot de la fin, ce serait un très lourd plaidoyer que je passe à mon copaléniste et aussi à M. Fall, qui était le premier à participer. Un plaidoyer très fort pour porter auprès des politiques un besoin d'accompagnement de tous les EdTech et de toutes les startups technologiques en général. Alors, pour un mot de la fin, j'aimerais juste dire que c'est un plaidoyer que nous adoptons, nous entendons et que nous portons. Puisque le but du ministère de l'Enseignement supérieur ainsi que des autres ministères, c'est de permettre à tout un chacun d'avoir accès à la formation. Et avec l'utilisation des technologies de l'éducation, on peut atteindre cet objectif-là. Et c'est sur ces paroles optimistes que s'achève ce nouvel épisode des EdTech Monday UEMOA. À la prochaine.